Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Après 8 dépressions qui vous ont entraîné vers le fond, votre plume vous a permis de remonter et même de vous envoler vers des sommets. Vous publiez un roman qui se déroule dans un lieu où la dépression est seulement atmosphérique. Oui. Bonjour Gilles Paris. Bonjour Jacques. Alors, ce roman, c'est Le Bal des Cendres chez Plomb, qui est un roman passionnant, qui est presque un roman à huis clos à la manière, autour du Stromboli. On va en parler tout à l'heure, mais le principe des clés d'une vie, c'est de parler de votre parcours. Et votre parcours, il est chaotique. Et riche. Et riche. Donc on va l'évoquer à travers une vie pendant 1 heure, à travers des dates clés. Première date clé, elle ne vous concerne pas directement, c'est le 8 octobre 1998, la sortie d'un livre dont voici la voix de l'auteur. Non, je ne suis pas extrêmement bavarde, c'est vrai, mais... Derrière l'épaule, Françoise Sagan. Car oui, je reconnais. Sa voix était... De toute façon, on reconnaît la voix de Françoise vraiment facilement. Il n'y a aucun problème. Derrière l'épaule, c'est un de ses romans. Vous vous en êtes occupé parce que vous étiez à l'époque attaché de presse. Ce roman, c'est une autocritique de son œuvre, assez particulière, et un livre courageux et original. Oui, très original. Et moi, j'étais très ému parce que j'étais fan de Françoise Sagan bien avant de la rencontrer. J'avais lu à peu près tous ses romans, toutes ses pièces de théâtre, même relu certains livres. Et le jour où j'ai su que j'allais être son attaché de presse, vraiment, j'étais ému. En plus, quand j'étais adolescent, je faisais des cadres chez moi, des cadres de photos. Et j'en avais fait un sur Françoise Sagan, justement, avec différentes photos d'elle. Et Françoise est venue dîner à la maison un soir et j'étais fier de lui montrer ces fameux cadres que je faisais adolescent. C'est qu'avant d'être écrivain, vous avez été attaché de presse, Gilles Paris. Effectivement, c'est un métier difficile. Moi, je me souviens de Françoise Sagan pour l'interviewer. Un jour, j'arrive chez elle. Elle avait un hôtel particulier près de la place d'Orléans, je crois. Et elle a fait l'interview dans son lit parce qu'elle ne voulait pas bouger de son lit. Et j'étais au pied de son lit avec mon agra. Elle était très particulière. Moi, je suis venu la chercher à la gare. Je l'ai installée au départ dans l'hôtel qu'elle souhaitait, qui était un petit hôtel charmant, l'hôtel de l'Abbaye, qui était derrière la place Saint-Sulpice. Mais j'avais quand même prévenu en lui disant que les chambres étaient petites et elle tenait absolument à cet hôtel parce qu'elle en avait entendu parler. Puis quand elle est arrivée, Françoise ne venait jamais seule. Elle était accompagnée de 5 ou 6 personnes, son médecin, ses meilleurs amis. Et quand elle a vu l'hôtel, elle m'a fait comprendre qu'elle y resterait pas une seconde. Et donc on l'a installé au Lutetia pendant 1 mois de promotion et j'avoue que ça a été assez joyeux de travailler avec Françoise. D'ailleurs, vous avez même habité chez elle, Gilles Paris. Alors c'est pas ce que j'ai fait de mieux, pour être honnête, mais j'étais tellement... je l'aimais beaucoup et puis elle a su que j'avais des soucis d'argent et Ingrid, qui était sa compagne de l'époque, m'a proposé un chèque mirobolant que j'ai accepté et la condition était de venir habiter chez Françoise pour être au plus près d'elle. Ce que j'ai fait, c'est pas ce que j'ai fait de mieux, comme je le disais. Oui, parce qu'effectivement, il fallait la suivre tous les jours. Alors, le jour, en fait, on la suivait pas vraiment parce que elle était abrutie de somnifères. Ouais. C'était la nuit qu'il fallait la suivre où elle donnait beaucoup de soirées dans cet appartement incroyable parce que Ingrid, qui était sa compagne, était aussi fan de Françoise. Donc, vous entriez dans cet immense appartement de l'avenue Foch. Vous aviez 2 immenses canapés, un à droite, un à gauche, et vous aviez tous les coussins brodés au nom des livres de Françoise Sagan qui étaient disséminés spacieusement sur chacun des canapés et des kakémonos qui pendaient du plafond qui venaient de dédicaces que Françoise avait fait à la Fnac ou ailleurs. Voilà, un univers. Alors, il faut savoir pour le grand public qui l'ignore que le métier d'attaché de presse, ça consiste à défendre les livres et à défendre les auteurs et être un peu leur nounou et se retrouver dans un monde que vous ne fréquentez pas vraiment, Gilles Paris, à l'inverse de beaucoup d'autres. Non, c'est vrai, je suis resté très souvent en marge parce que j'ai toujours considéré, j'ai jamais été fasciné par les écrivains, ce qui ne veut pas dire que je ne les aime pas, bien au contraire, mais la fascination exprime une forme de dépendance qui ne me plaît pas. C'est-à-dire qu'il y a le monde des écrivains, ou le monde d'un écrivain, tout simplement, comme celui de Françoise, et le mien, j'estime qu'il peut y avoir des passerelles ou des ponts, évidemment, entre nos 2 univers, mais qu'il faut quand même rester un petit peu en retrait. Et comme le monde de l'édition, d'ailleurs, je fréquente pas du tout ni les cocktails, ni les... Ça, c'est parce que je suis écrivain et que j'estime que je n'ai pas à montrer mon minois quand je sors un livre pour éventuellement quémander quoi que ce soit. C'est pas mon truc. Non, d'autant plus que le métier d'attaché de presse, moi je me souviens des années 70, où les attachés de presse se prenaient pour la vedette. Ils arrivaient en studio pour vendre leur salade. Ils disaient, oh, j'ai travaillé, j'étais en studio jusqu'à 1h du matin. Oui, on rigole bien de tout ça. Et puis surtout qu'à une époque, quand même, les attachés de presse étaient aussi des porteurs de valises. C'est-à-dire que dans les salons ou les déplacements, ils tiraient la valise derrière avec eux, au sens propre du terme. Mais c'est un métier qui a évolué, qui a
bien évolué d'ailleurs avec une forme d'indépendance pour chaque attaché de presse, qui a son caractère, qui a sa manière de travailler aussi. C'est pas un métier facile, c'est vrai, mais c'est un métier qu'on peut faire avec passion. Moi, ça fait quand même 37 ans que je le fais et je ne me sens pas usé du tout de ce métier. Et avec très peu d'amis, vrai. Oui, mais ça c'est un peu la vie, on les compte sur les doigts de la main, les amis, les vrais amis. Moi, je dois avoir 4-5 écrivains qui sont vraiment très proches. Notamment, je pense à Nathalie Reims, avec qui je suis très lié. On s'appelle tous les jours. Voilà, mais on n'a pas forcément des choses importantes à se dire, mais c'est le lien de l'amitié qui nous unit tous les deux. Et l'un de vos premiers patrons, vous êtes resté longtemps très lié à lui, c'est Olivier Orban. Que j'adore. Qui était directeur de Plomb, qui vous a engagé. Pendant 10 ans. Voilà. Et moi, je me souviens de ses débuts. Il avait promotionné, il avait édité un livre d'un certain monsieur X, qui était soi-disant un indicateur de police, qui avait été le premier à parler de Paul Touvier. Ah oui, ça. Et il défendait ce livre avec acharnement. C'était ses débuts. Oui, mais Olivier avait du bagou. Moi, j'étais un des rares dans la maison d'édition. J'y étais salarié pendant 10 ans. À parfois contrer un peu ses opinions ou ce qu'il exprimait. J'étais le seul à exprimer que j'étais pas d'accord sur telle ou telle chose. Par exemple, il nous disait très souvent, voilà, vous allez défendre ces livres. Alors celui-là, vous pouvez le mettre de côté, c'est pas très grave. Et moi, je disais à Olivier, oui, mais c'est pas toi qui vas l'avoir tous les jours au téléphone. Et un livre, ça se laisse pas tomber. Voilà, on est main dans la main avec un auteur, que ça se passe bien ou moins bien. Alors, vos débuts, Gilles Paris, votre enfance d'abord, c'est un grand appartement où avec votre sœur, vous faites du patin à roulettes. Oui, on a un très long couloir qui mène de la salle de bain à la porte qui mène en fait pratiquement dans la cave, on va dire. Et il doit faire à peu près, je sais pas, 400 mètres carrés. Oui, c'est vrai, mon père, il était architecte et il y avait son cabinet d'architecture à l'intérieur et maman faisait rien, elle nous élevait. Votre père était architecte, mais il a failli déconstruire votre vie parce qu'il est parti, soi-disant, avec Nathalie Delon. Oui, je sais pas pourquoi il a inventé une chose pareille. J'ai jamais rien compris. Comme je savais pas trop à quoi ressemblait Nathalie Delon, la première fois que je l'ai vue, en fait, c'était un hasard complet. Je rentre dans l'appartement et j'étais pas censé être là à cette heure-là et je suis tombé sur elle et mon père, bien sûr. Et donc, je lui ai dit bonjour Nathalie, puisque pour moi, elle s'appelait Nathalie Delon. Mais elle a beaucoup changé de prénom et de nom entre-temps. Alors, vos jeunes années, bon, l'école, c'est pas ce que vous avez fait de mieux dans la vie, Gilles Paris. Une boîte à bac pour cours Charlemagne pour tenter de passer le bac. Oui, mon père voulait absolument que je fasse maths. Moi, je voulais faire littérature. On n'était pas d'accord. Et d'ailleurs, il n'a pas pu me mettre en maths. Seul Charlemagne m'a accueilli parce qu'il y avait un programme qui mélangeait les maths et la science à l'époque. Et c'est l'année des 400 coups. C'est l'année où j'ai jamais fait autant de bêtises avec mes petits camarades qui étaient à Charlemagne. On a fait beaucoup de choses incroyables. Et j'ai des souvenirs dément. Ça m'a fait penser après au très beau livre de Patrick Modiano qui s'appelle De si braves garçons. J'ai retrouvé un peu cet univers-là dans le roman de Patrick Modiano. Il faut dire que certains savent, vous partiez à bord d'un avion privé pour aller au casino à Cannes alors que vous prépariez le bac. Oui, évidemment, c'était une jeunesse dorée qui se trouvait à Charlemagne et donc il y en avait un qui avait toujours beaucoup d'argent de poche sur lui. Alors notamment, on avait squatté un café à Odéon. On avait viré le propriétaire, on lui donnait de l'argent évidemment en contrepartie et on fumait des pétards dans ce café et on picolait beaucoup tout en révisant. C'était quand même assez étonnant. et l'un des autres garçons avait un papa qui avait un avion et donc on allait au Bourget et on rentrait le lendemain matin. On étudiait rue Raymond-Losserand, il y avait une petite papeterie à côté. On récupérait des papiers et des stylos parce qu'on n'avait rien d'autre évidemment. Et alors il y en avait 5 qui se mettaient au fond de la classe de telle manière à ce qu'on pouvait, c'était comme un mur, on pouvait pas passer à travers. Et il y en avait un qui se couchait à leurs pieds pour récupérer de sa nuit. Voilà. Et les professeurs n'y voyaient rien, bien rien, absolument rien. Alors, vos nuits aussi chez vous ont été plus calmes, mais pour avoir un appartement, il fallait travailler. Et vous avez fait toutes sortes de petits métiers. Oui, je prenais tout ce qui venait et j'étais plutôt partant pour tout essayer. Au fond, finalement, j'ai fait des choses très classiques. J'ai commencé par être manutentionnaire au BHV, où je retrouvais tous ces braves gars à 5 heures du matin qui étaient déjà ronds comme des queues de pelle avec le calva, mais voilà, ça m'a appris aussi un peu la vie, travailler en usine aussi notamment. Et vous avez aussi été testeur de médicaments. Ça, c'était formidable. Ça, c'était une société qui s'appelait Terrafarm, qui occupait tout un immeuble rue de la Tour dans le 16e. On était très surveillés, c'était pas du tout quelque chose de surfait. Et on testait, par exemple, des antidépresseurs, des anti-ulcères. Alors, il y en avait, sur les 5, il y en avait 4 qui avaient du placebo, et seul le 5e, mais on savait pas le qui, évidemment, avait le vrai médicament
médicaments. Et donc, par exemple, pour l'anti-ulcère, on vous allongeait sur un lit, on vous a avalé une espèce de caméra par la gorge, et ça c'était très désagréable. Mais à l'époque, c'était payé 5000 francs pour l'après-midi, ce qui était une somme considérable pour l'époque. Mais en même temps, c'était dangereux pour la santé, non? Non, parce qu'on était vraiment surveillés. Je pense pas que je l'aurais fait si j'avais pas eu l'assurance de ces médecins derrière moi. Et vous avez aussi été documentaliste au ministère de la Jeunesse et des Sports, Gilles Paris. Oui, parce que j'étais, en fait, avant d'être documentaliste, j'étais au journal Le Monde, où j'étais ce qu'on appelle un garçon de bureau, c'est-à-dire que à l'époque, les dépêches arrivaient par tube. Il y avait une sorte d'architecture incroyable au Monde, où on voyait passer tous ces tubes qui arrivaient, et j'étais à l'étage de l'économie, donc il y avait Jean-Michel Quatrepoint, il y avait plein d'autres journalistes de cet ordre-là, et alors on amassait les dépêches et puis on les distribuait, on faisait le courrier le matin et l'après-midi. Comme on était 4 par étage, qui était énorme, il y avait des fils de journalistes, il y avait des gens un peu au chômage comme moi, la personne qui gérait ça prenait soin justement de bien équilibrer les choses, et en fait j'ai jamais autant lu de ma vie, je lisais un livre par jour, ce qui était incroyable. Et puis vous êtes passé de l'autre côté de la feuille, si j'ose dire, on en parle avec une autre date, le 16 février 2002. A tout de suite sur Sud Radio avec Gilles Paris. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilles Paris, ex-attaché de presse, romancier. Le bal des cendres chez Plon est votre dernier livre, on en parlera tout à l'heure. Mais on revient au 16 février 2002, c'est votre première télé dans cette émission. Place au livre de PPDA, et vous parlez de votre roman, Autobiographie d'une courgette, sans imaginer ce qu'il va devenir. Non. Ça, c'est une histoire invraisemblable. C'est-à-dire que vous arrivez, et dans cette émission, d'ailleurs, il y a Régis France, pour du volage. Oui, tout à fait. Et on parle du livre de Benoît Delépine, 10 réjouissantes façons de lancer le système. Incroyable. Et PPDA vous interroge tranquillement sur ce livre, et vous êtes décontracté. Vous n'avez jamais fait de télé, mais vous êtes décontracté. Alors, la vérité, c'est que j'ai publié un premier roman qui s'appelle Papa et Maman sont morts, où j'étais absolument tétanisé par la promotion. Je me souviens d'une émission avec Jean-Luc Hess qui s'appelait Synergie sur France Inter. Je pense que le pauvre Jean-Luc, il a réussi à m'arracher un oui et un non avec beaucoup d'efforts. Mais après, j'ai appris. Voilà, ça s'apprend, hein, la promotion, à être tranquille, à être vraiment concentré sur ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de faire passer. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors, vous avez des petites lunettes, vous êtes tranquille, souriant, et vous racontez l'histoire de ce garçon qui a 9 ans et qui se retrouve dans une maison d'accueil et qui va commettre un crime. En fait, il le commet avant, c'est-à-dire qu'il tue sa mère par accident. Il l'a pas fait exprès, ce pauvre petit garçon. Elle était assez méchante avec lui, d'ailleurs. Elle le frappait même d'ailleurs. Elle l'empêchait d'aller à l'école. Et le paradoxe du livre, c'est qu'une fois qu'il est dans ce foyer, dans cette maison d'accueil, il va lui arriver que du bonheur. C'est-à-dire que il va découvrir ce que c'est que l'amitié, parce que sa mère évidemment faisait tout pour qu'il ne connaisse personne. Il va tomber amoureux d'une petite Camille. Il va rencontrer un gendarme qui est venu le chercher dans le grenier, qui l'a amené jusqu'au foyer et qui va revenir régulièrement, qui s'attache à lui, et lui, Courgette, s'attache à ce gendarme, et le gendarme va finir par l'adopter. Donc voilà, c'est une sorte de conte de fées à l'envers, en quelque sorte, mais social. Ce garçon s'appelle Icare, au départ, et vous lui appelez Courgette, sans savoir que vous allez devenir une grosse légume. Alors oui, Icare, c'est pour l'anecdote, on connaît tous la légende d'Icare, on sait très bien qu'il s'approchait trop près du soleil. Ce qu'on ignore plus, et moi évidemment ce qui m'a intéressé, c'est que le père d'Icare était architecte. Et c'est un clin d'œil en fait à mon père, et c'est pour ça que j'ai surnommé ce petit bonhomme Icare. Voilà. Alors Courgette aussi, au départ, on vous appelait Poulet quand vous étiez petit. Quand j'étais petit, absolument, j'allais à Majorque tous les étés, et on avait l'habitude de faire une sorte de ronde d'enfants. Et chaque fois, on déposait un œuf comme ça sur le... Alors moi, j'avais déposé un melon. Voilà, et tout le monde m'avait surnommé Poulet, ce qui m'est resté pendant un certain temps. Et Courgette, c'est venu finalement comme ça, par accident. Ah oui, longtemps. En plus, on a cru que j'étais Courgette, ou le papa de la courgette. En tout cas, ça c'est sûr. Mais la courgette, non, parce que j'ai pas eu du tout une enfance difficile, au contraire. Non, alors il faut savoir que la courgette, au départ, elle vient d'Amérique. Et c'est au XVIIIe siècle qu'elle est arrivée en Italie et qu'elle a pris son essor. Eh bien, très bien. Très bien. Il se trouve aussi que, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rapport avec vous, mais l'idée de départ, c'était 2 enfants qui pourraient choisir leurs parents, et c'est vrai que vous et votre sœur, avec votre père, ça n'a pas toujours été facile, et il y a un lien dans cette... Non, d'ailleurs, et c'est très étonnant, parce que même ma sœur, encore aujourd'hui, on a 2 ans de différence. Hein. À l'époque, c'était beaucoup, parce qu'évidemment, on n'avait pas les mêmes bandes de copains, on n'avait pas les mêmes... Mais aujourd'hui, ma sœur, elle a toujours gardé un lien avec ma belle-mère et mon père. Moi, non, j'ai coupé les ponts pour de bon. Mais c'est vrai que...
En même temps, je le dis très souvent, je le dis même dans le livre, certains cœurs lâchent pour 3 fois rien, je lui ai pardonné tout ce qu'il a fait, parce que la vie est trop courte, on peut pas vivre dans la haine ou dans le ressentiment ou dans l'agression d'une certaine forme. Pardonner, je le dis pas au sens religieux, c'est-à-dire que pardonner, ça veut pas dire qu'on oublie, mais ça veut dire qu'on passe à autre chose. Alors, ce livre qui a finalement lancé votre carrière, Autobiographie d'une courgette, Gilles Paris, bon, vous parlez de maison d'accueil, il faut pas confondre avec les familles d'accueil, il y a eu un feuilleton de télévision célèbre avec Virginie Lemoine, 96 épisodes, tout à fait, qu'on voit encore, mais là, c'est une idée que vous avez eue et vous avez vraiment travaillé pendant des années pour trouver les éléments en allant travailler dans les maisons d'accueil. Oui, parce que j'ignorais tout des maisons d'accueil. J'avais écrit une nouvelle à l'âge de 14 ans qui s'appelait Écart et Camille, qui parlait d'orphelinat et qui parlait surtout d'un garçon qui faisait tout pour que ça se passe mal dans les familles d'accueil et qui revenait évidemment auprès de Camille. Mais j'ai voulu en faire un roman qui se situait dans les maisons d'accueil. Je connaissais un juge pour enfants à l'époque avec qui j'avais pu beaucoup discuter de tout ça et qui lui m'a envoyé vers les pressoirs du roi, qui faisait partie de la fondation Cognac-Jay, et j'ai pu justement les approcher. Alors au début, la directrice, elle m'a un peu regardé d'un œil étrange parce que j'avais publié un livre 10 ans auparavant et j'étais là à lui dire que je voulais faire un livre avec le ressenti des enfants à l'intérieur de la maison d'accueil. Elle m'a dit, vous ne ferez que les adultes. Donc elle m'a permis de voir les éducateurs, elle m'a permis de voir la psychologue, elle m'a permis de voir l'instituteur. Et au bout de 6 mois, quand elle a vu que tout se passait bien avec les adultes, elle m'a autorisé à voir les enfants, mais elle m'a dit, il est hors de question que vous racontiez la moindre histoire de l'un de ces enfants, il faudra que vous les inventiez. Et j'ai tenu parole. Voilà. Et vous avez inventé des histoires qui ont eu un succès que vous n'imaginiez pas. Non, c'était impossible à imaginer. 350 000 exemplaires, 17 pays, je crois. Voilà, oui, c'est un petit peu plus même parce que il y a eu, on est à 30 pays maintenant, à 30 livres passé à l'étranger, et puis le film de Claude Barras, lui, a été vendu dans 53 pays. Enfin, c'est vrai que déjà, moi, le livre marchait très bien en librairie, on avait eu un beau succès en librairie. Mais comment vous l'expliquez, ce succès? Ça s'explique pas. Vous savez, le succès, je crois que c'est quelque chose faut le prendre comme un cadeau du ciel. C'est à la fois quelque chose de très éphémère, parce que ça dure jamais non plus, a priori, aussi longtemps. Et il faut pas non plus, comment dire, prendre la grosse tête avec ça. Enfin, je veux dire, faut rester humble par rapport à ce qui vous arrive, parce que c'est un malentendu quelque part. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai toujours vu, en tout cas. Alors, en fait, le livre petit à petit a démarré, a décollé, et ça ne s'est plus arrêté. Non. Comment on vit ça? Et ça fait 20 ans. Oui. C'est ça qui est incroyable. Et aujourd'hui, il y a une pièce de Pamela Ravassar qui vient de se jouer en Bourgogne, c'était la première, et après il y a une tournée de 30 villes à partir de septembre. C'est des choses qui s'expliquent pas. Je pense que les gens ont été touchés par cette histoire qui touche à l'enfance, qui touche. Vous savez, moi je dis toujours que tout ce qu'on a vécu enfant et adolescent détermine l'homme qu'on est aujourd'hui, qu'on l'accepte ou pas d'une certaine manière. Donc je crois que c'est quelque chose qui touche profondément les gens, cette histoire. Et vous avez commencé à donner des conférences dans les écoles? Oui. Ça, c'est assez étonnant, c'est assez rare aussi. Les écoles, les prisons, les hôpitaux de santé, ça aussi beaucoup, parce que je trouve que c'est important aussi, les enfants malades aussi. J'ai été beaucoup en contact avec eux, et c'est quelque chose... les écoles, c'est différent, parce que les écoles, on a envie de redonner le goût à la lecture. C'est important, c'est presque une mission pour un écrivain qui est importante, qui est de se déplacer. Quelquefois, j'ai des classes de terminale bac pro avec des gars qui se déterminent, qui ont prévu de travailler dans le bâtiment ou dans l'automobile. Franchement, je suis mal barré pour leur faire aimer la littérature, mais mon propos, c'est d'essayer et d'y arriver. Donc, c'est l'autre facette de votre métier, puisque attaché de presse, vous faites aimer les livres à des journalistes, et là, au grand public. Et l'écriture, c'était un rêve d'enfance. À 12 ans, vous écriviez, Gilles Paris. Oui, j'écrivais. J'étais un môme à la fois sociable, parce que j'avais beaucoup de copains, et en même temps très solitaire. Dès que je pouvais m'isoler, je le faisais. Et dès que je m'isolais, j'écrivais en général, parce que ma sœur avait 2 ans de plus que moi, mes parents n'étaient pas souvent là, et donc j'avais besoin de penser à un certain nombre de choses, et je me servais de feuilles de papier, de carnet, que j'ai toujours d'ailleurs. Vous avez tenu un journal de bord qui, je crois, a été brûlé par votre père. Oui, le premier, absolument. J'ai pas supporté qu'il le lise. Parce qu'en fait, ce journal que j'ai tenu jusqu'à l'âge de 40 ans quand même, que j'ai toujours, que j'ai jamais relu, c'était pas fait pour être publié. C'est vraiment avec aucun souci de l'écriture ni de la tournure de phrase qu'on peut avoir dans les livres ou dans les romans. Là, c'était vraiment comme une sorte de dévidoir quelque part. Alors, vous rêviez au départ d'écrire des nouvelles, mais on vous en a empêché en disant ça marchera jamais. Ah, mais tous les éditeurs qui m'ont publié, et même avant, on me disait, et ce qui est vrai d'ailleurs, la nouvelle a une très mauvaise presse en France, et c'est quelque chose qui se vend pas. Les éditeurs vous le disent, et les libraires aussi.
Oui, mais Gilles Paris, il faut savoir que le maître en la matière, c'est quand même Guy de Maupassant. La Horla est la première nouvelle publiée en 1877, la plus connue, et elle est toujours d'actualité. Donc c'est peut-être il faudrait que les éditeurs se bougent un peu et que les libraires réinventent un peu la chose. Moi, j'ai eu cette chance inouïe un jour d'avoir un coup de fil de Colline Faure-Poiret, qui est une éditrice chez Gallimard, qui m'a invité à déjeuner. Je ne la connaissais pas, elle avait lu 2 de mes livres. Et au moment du dessert, elle m'a dit, voilà, j'aimerais beaucoup que vous fassiez un recueil de nouvelles pour nous chez Gallimard. J'en suis parvenu, même encore aujourd'hui. Et quand vous publiez votre premier livre et votre second, vous pensez faire une carrière d'écrivain ou... Non. Non, pas du tout. Vous savez, je suis toujours, même encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui vit absolument dans le présent immédiat. Je peux concevoir éventuellement un avenir relativement proche. Quant au passé, il est passé, donc ça m'intéresse pas. Oui, mais en même temps, le passé, ça a été 3 ans de travail pour cette autobiographie d'une courgette, beaucoup de choses à faire ensuite, et on vous a reproché de ne pas publier de livre pendant des années. Alors, c'est vrai que faut dire que j'avais 30 ans à l'époque, et 30 ans, 40 ans, c'est des âges où on veut absolument réussir sa carrière. Je dirigeais plusieurs services de presse dans les maisons d'édition, chez Lattès puis chez Plon, et j'avais envie d'être un attaché de presse reconnu, et ça passait avant la littérature, et donc j'ai tout fait pour être cet attaché de presse reconnu, au mépris de mes livres que je publiais au tout début, tous les 10 ans. Ça a changé depuis, et puis une autre date importante pour vous, c'est le 26 février 2017. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Gilles Paris. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilles Paris, écrivain, attaché de presse aussi à côté. Donc le bal des cendres chez Plon, c'est votre nouveau livre, on en parlera dans quelques instants. Mais dans votre carrière d'écrivain que vous n'imaginiez pas, il y a une date importante, le 26 février 2017. Écoutez. Bonjour, tu viens t'asseoir ici ? Ma vie de courgette, un dessin animé, et vous êtes aux Oscars nommés. C'est incroyable. Non, aux Oscars. Et surtout, pour la petite histoire, il faut le savoir, Claude Barras, le réalisateur du film, qui est d'origine suisse, a acheté les droits en 2009. Il a mis 2007, pardon. Il a mis 9 ans pour trouver les fonds, les producteurs. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un métier de longue haleine. Et moi, quand j'ai su qu'il y allait avoir un film d'animation, honnêtement, je regarde pas des films d'animation, c'est pas mon truc. Et je me suis dit, bon, why not, mais sans ressentir quoi que ce soit. Et j'ai vu le film un mois avant Cannes. Il est allé au Festival de Cannes et à la quinzaine des réalisateurs. Et un mois avant, j'étais dans cette salle parce que comme il allait à Cannes, il n'avait pas le droit de faire des projections de presse. Mais il a fait des projections avec les partenaires et donc il m'y a invité. J'ai pu voir le film un mois avant. Et quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, on fera jamais aussi bien au cinéma. C'est pour montrer à quel point on peut changer d'avis. Et j'étais complètement sous le charme du film. Et ce jour-là, aux Oscars, bon, c'est Zootopie qui gagne. Ouais. Il y a aussi Moonlight, l'histoire d'un Afro-Américain qui se bat contre son milieu scolaire et sa mère droguée. Ouais. Sujet d'actualité. Ouais. Et vous vous retrouvez quand même à Hollywood, ce que vous auriez jamais imaginé, Gilles Paris. Non, mais toute l'année a été invraisemblable. C'est-à-dire que le film a été présenté dans une série de festivals et je me souviens même de l'attaché de presse qui, au moment de Cannes, paniquait parce que on avait tout à Cannes. C'est-à-dire qu'on avait aussi bien le 20h de TF1, de France 2, de France 3. Elle disait, qu'est-ce qui va me rester pour la sortie dans 6 mois? Et donc, elle était paniquée à l'idée que tout se passait déjà à Cannes. Et au moment de la sortie, ça a été un feu d'artifice incroyable. Et tout au long de l'année, ce qui est très très rare sur un film, qu'il soit d'animation ou un film réel, c'est d'avoir la réunion des critiques et du public. C'est-à-dire que c'était dithyrambique des deux côtés, vraiment. C'était incroyable de voir Télérama parler de ce film comme un autre journal ultra populaire ou comme les gens qui venaient de le voir qui étaient profondément émus. Moi, j'ai fait une tournée de 30 villes au moment de la sortie du film et j'accueillais le public qui venait de voir le film à chaud et on avait une conversation d'1 heure ensemble et c'était incroyablement chaleureux. Et comment expliquez-vous encore une fois ce succès ? Je vous le dis, je suis incapable d'expliquer un succès. C'est-à-dire que le succès, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un bouche à oreille. Il faut dire que les gens ont vu le film pas seulement une fois, ils sont retournés le voir 2-3 fois. Ils ont emmené les parents, les grands-parents. Quand le DVD est sorti, ça a été une folie. C'est-à-dire que les gens les achetaient par 3 ou par 4. J'arrive pas à comprendre ce genre de phénomène. Ça s'explique pas d'ailleurs. Ce qui est bien, parce que si ça s'expliquait, ça veut dire que tout serait formaté et qu'on ferait un succès de tout aujourd'hui, ce serait peut-être un peu rasoir. Alors, ce dessin animé de 66 minutes, Gilles Paris, c'était l'adaptation de votre roman. Voilà, qui est assez fidèle. Alors, sachant quand même que moi j'écris pour adultes et que Claude Barras a voulu faire un film pour enfants à partir de 7 ans. Donc, il a dû adoucir des scènes, notamment la scène où l'enfant tue sa mère avec un
revolver. C'était impossible au cinéma, donc on la voit tomber dans une trappe. Et il y a des choses qu'il a vraiment reproduit du livre qui sont très justes. Céline Sciamma a fait un travail vraiment très très proche du livre, à hauteur d'enfant. D'ailleurs, elle n'était pas sur le chantier du film au départ. Il avait quelqu'un d'autre avec lequel ça s'est pas très bien passé. Il a appelé Céline Sciamma. Il a eu beaucoup de chance de la voir sur ce film. Alors, il se trouve que vous arrivez à Cannes et il y a une affiche de 8 mètres de haut devant l'hôtel. Ah non, c'était dingue. C'était dingue. Il y avait cette affiche gigantesque. Il y avait des reproductions de courgettes sur 3 mètres, pratiquement sur toute la croisette. Enfin, moi, j'avais jamais vu un truc pareil. Surtout qu'on a vraiment décidé avec Laurent d'aller à Cannes au dernier moment, c'est-à-dire que j'étais pas encore sûr d'y aller. On a dû se décider 10 jours avant, quoi, pour aller à Cannes. Et ça a été une merveille parce que ce qui a été encore plus extraordinaire, c'est que quand le film a été projeté pour la première fois, les gens ont applaudi pendant 25 minutes et je vous promets, 25 minutes, c'est très long et ça fait très mal aux mains. Voilà. Et effectivement. Et il faut savoir qu'à Cannes, il y a eu très peu de dessins animés de projetés. Les 2 premiers, c'est Dumbo et Peter Pan. Et à chaque fois, Walt Disney est venu, bien sûr, pour présenter le film. Alors, il se trouve aussi que le dessin animé est sorti en France, au cinéma, ça a marché, mais beaucoup n'ont pas fait de rapprochement avec le livre, Gilles Paris. Ça dépend, vous savez, c'est toujours pareil. Nous, on vit dans un monde de culture, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les foyers. Donc les gens font pas forcément attention quand ils regardent le film au générique. Pourtant, mon nom est bien placé dès l'entrée du générique, mais moi, je voulais, c'est la température, je la sens sur les salons des livres, par exemple, parce que les salons, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement populaire, où les gens viennent en famille, etc. Et il y a de tout, franchement. Il y a des gens qui avaient jamais entendu parler du film, j'entends, même encore aujourd'hui. Vous avez des gens qui savaient pas du tout que c'était sorti d'un livre. En même temps, je peux vous dire que Flammarion, J'ai lu et Plomb ont été ravis du nombre de livres qu'ils ont vendus en plus. Donc, c'est-à-dire que il y a eu vraiment un phénomène aussi grâce au film qui a régénéré les stocks de livres. Alors, Autobiographie d'une courgette a permis de lancer votre carrière et ça a continué. Là, ça n'a plus été un livre tous les 10 ans, mais tous les ans ou tous les 2 ans. Et vous avez à nouveau créé l'événement Gilles Paris avec l'été des Lucioles. Oui, en effet, c'est pratiquement le dernier livre qui clôt un peu la série de l'enfance. C'est une histoire qui se déroule dans le sud de la France, avec une famille qui s'installe dans une résidence, dans un lieu qui est assez magique. Là encore, j'ai beaucoup travaillé sur le lieu puisqu'il y a des villas très anciennes qui bordent ce chemin des douaniers. C'est au Cap Martin. Voilà, le Cap Martin, absolument, qui sont très anciennes, qui remontent d'ailleurs au palace qui était le plus ancien palace de la Côte d'Azur, qui a accueilli absolument toutes les célébrités, y compris même ici. Qui a sa statue d'ailleurs à la sortie de l'hôtel. C'est absolument incroyable et c'est absolument magique d'apprendre tout ça. C'est quand même très privé parce que c'est des demeures qui sont cachées profondément dans la nature, qui ne sont pas accessibles. Il y a eu quelques tournages qui ne sont pas forcément très bien passés et donc tout est verrouillé. Il est impossible littéralement de pouvoir entrer dans une de ces villas. J'ai tout fait pour le faire mais j'y suis pas arrivé et heureusement il y a beaucoup de films qui ont été tournés à l'intérieur de ces villas et c'est les films qui m'ont permis justement de travailler comme si je pénétrais l'intérieur de ces villas. Alors, vous avez créé l'événement Gilles Paris avec l'été des Lucioles, car vous avez traité d'un sujet qui n'était pas encore d'actualité, qui était un garçon qui avait 2 mamans. Voilà, exactement, tout à fait. D'une manière, moi, vous savez, c'est comme même dans le bal des cendres, c'est-à-dire que les 2 mamans, elles sont dans la normalité des relations et des autres personnages du livre. C'est-à-dire que moi, j'estime que si on évoque l'homosexualité sous une forme ou sous une autre, il faut que ça soit dans la normalité et non pas dans la différence. C'est très important pour moi. Et je trouve que si on crée des personnages, dans les séries, il y a toujours un gay, il y a toujours, voilà, on appelle ça des quotas aujourd'hui. Et moi, je veux pas de ça. Je veux justement une vie où tout soit un peu mélangé et tout à fait normal. Voilà, mais en même temps, ça a créé l'événement parce qu'à l'époque, c'était pas d'actualité. Non, c'est vrai, mais en même temps, c'est une relation très, très, très douce entre ces femmes, très, très, très fusionnelle aussi, qui pourrait ressembler à une histoire d'amitié. Tout est vu du point de vue de Victor, qui a 10 ans, et Victor, évidemment, n'a pas la possibilité d'étudier la partie plus charnelle ou plus sexuelle, éventuellement, de la relation de ces 2 femmes. On voit ces 2 femmes du point de vue de l'enfant. Et entre 2 livres, entre 2 lancements de livres, Gilles Paris, vous avez passé beaucoup de temps à l'hôpital car vous avez eu 8 dépressions nerveuses. Ouais, en 30 ans. Et en 30 ans. C'était quand même un record. La moitié de ma vie. Voilà, c'est pour le livre des records. Oui. Et c'est arrivé comme ça, du jour au lendemain.
Oui, c'est pas des choses qu'on prévoit absolument. Enfin, vous savez, après, on peut toujours tout dire. On peut dire que si vous ressentez, il y a des symptômes quand même. Il y a des moments où je savais que j'allais replonger, mais c'est pas quelque chose que vous pouvez prévoir. En même temps, c'est-à-dire que moi je me souviens un jour j'appelle à votre bureau comme attaché de presse, on me dit il est pas là, il est malade. Ça a duré 1 an. Vous cachiez ça à tout le monde. Oui, c'était... Oui, il y a toujours eu chez moi une forme d'élégance. Par exemple, j'ai toujours eu d'excellents médecins, psychologues, psychiatres, psychanalystes, à qui j'en disais 100 fois plus qu'à mes proches, parce que ils étaient là pour ça, ils étaient payés pour ça d'ailleurs. Et je trouvais qu'il y avait une forme d'élégance que de s'épancher, de pleurer, de crier sur l'épaule de son médecin, plutôt que sur celle de son mari, de ses amis, de ses proches, qui ont aussi leurs problèmes différents du vôtre. Mais voilà, c'était une forme d'élégance de ma part de ne pas peser sur eux. Et dans notre société aujourd'hui, on est entouré de familles dont les enfants ont une déprime, vont chez le psy en permanence. Quand vous avez eu cette dépression, la première fois, c'était pas si courant que ça. Non, c'était pas si courant que ça. On appelait ça surtout des burn-out, c'est-à-dire des dépressions qui sont liées à la profession. Moi, je pense pas que c'était lié à la profession. C'était lié à un certain nombre de choses que j'avais gardées en moi d'une manière incommensurable. C'est-à-dire que il faut arriver parfois quand même à s'épancher, à parler. On est dans une société où on n'ose plus finalement dire quoi que ce soit à qui que ce soit parce qu'on a peur que ça soit utilisé d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, il faut savoir s'épancher auprès de gens vrais autour de soi plutôt que de garder tout ça à l'intérieur parce qu'un jour ça implose. Voilà. Et c'était aussi lié à un secret de famille que vous racontez dans Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien, qui vient d'être réédité chez J'ai lu, car vous avez failli effectivement mourir d'une crise cardiaque. Et le responsable, et vous l'avez pour la première fois, c'est votre père qui vous a tabassé chez vous. Oui, c'est ça, voilà. Et en même temps, bon, c'est très difficile parce que c'était pas un homme violent, c'était surtout un homme colérique. Et vous savez, la colère, c'est un peu l'antichambre de la violence, voilà. Donc, je pense que il a eu la main leste et puis un jour, il a eu la main plus leste que d'habitude et il m'a envoyé en effet à l'hôpital et j'ai bien failli y rester. Et quand je m'en suis sorti, je l'ai pas vu pendant 14 ans à peu près. Et puis après, j'ai tout fait pour le revoir parce que je trouvais que, voilà, il fallait faire des efforts de mon côté aussi. Il fallait renouer un peu ce langage, cette façon qu'on avait de communiquer ensemble qui n'existait pas et j'ai pas réussi. Mais j'ai eu quand même le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire, au moins pour me rapprocher de lui. Et puis vous avez traversé des épreuves qu'on ne souhaite à personne, Gilles Paris. Vous avez fini à Sainte-Anne. Oui, mais finalement, Sainte-Anne, c'est pas si mal. C'est-à-dire que, en fait, on a l'impression, la première fois qu'on m'a dit que j'allais aller à Sainte-Anne, j'étais tétanisé, je voyais des fous avec des chapeaux sur la tête et des brosses à dents qui traînaient derrière et qui appelaient Médor. Donc non, franchement, ça m'a fait très peur et en fait, c'est un des meilleurs hôpitaux psychiatriques. Hein. Franchement, j'y ai été extrêmement bien soigné. Alors, moi, j'ai le souvenir dans les années 50-60 de gens qui avaient une dépression nerveuse. Ils avaient, disaient les médecins, une araignée dans la tête. Il n'y avait aucun moyen de le soigner. Non, c'est vrai. Elle partait tout seul. C'est vrai que tout a évolué d'une façon drastique, heureusement, d'ailleurs, pour les dépressions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins sont évidemment plus à l'écoute de leurs patients et on n'est pas obligé de passer par les électrochocs pour s'en sortir. Et il y a la première fois que le mot déprime a été employé, c'est Jacqueline Michel, une romancière, journaliste qui a écrit un livre, qui a elle-même été victime de cela. Et avant, on ne parlait pas de déprime. Non, alors la déprime, c'est autre chose. La déprime, c'est un coup de blues, vous voyez, c'est un mauvais passage. Vous buvez un verre de vin avec vos copains et le lendemain, vous l'avez oublié. La dépression, ça dure. C'est dans la durée. Les médecins, d'ailleurs, nomment la dépression mélancolie. C'est pas un terme qu'utilisait autrefois Chateaubriand dans ses mémoires. C'est un terme médical pour désigner la dépression telle qu'on la voit aujourd'hui. Pourtant, c'est un joli mot de la langue française. Oui, mais ces livres vous ont permis aussi de remonter le moral, parce que d'abord, il fallait l'écrire, c'était difficile, et de remonter le moral à des gens qui ont les mêmes souffrances que vous. Mais vous savez, même ce week-end, j'étais au Salon du Livre de Limoges et j'ai correspondu avec un inconnu qui venait d'acheter Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien, qui est un jeune gars qui a 32 ans, qui va être papa bientôt et qui pète les plombs et qui sait plus quoi faire. Et j'ai tenu tout le week-end avec lui en dialogue pour l'aider, essayer de lui remonter le moral. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de gens autour de vous, vous découvrez, qui ont ce genre de problème. Non, mais je veux dire, depuis le livre, j'ai beaucoup de témoignages, j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi. Je peux pas aider tout le monde, je suis pas médecin en plus. Mais quand je peux, par exemple, ce jeune type de 32 ans, oui, je le fais parce que je trouve que il mérite de s'en sortir. Il est encore enfermé dans le stade de la dépression. Il prend des antidépresseurs, des anxiolytiques et il panique surtout. Voilà, donc il faut relativiser, l'aider à relativiser tout ça. En tout cas, tout ça, c'est le passé. Maintenant, on va parler d'avenir avec une autre date, le 7 avril 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Gilles Paris.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilles Paris. On a parlé de votre passé, de votre métier d'attaché de presse, de vos premiers romans de La Courgette. On a parlé aussi de votre dépression que vous avez subie pendant 8 ans, pendant 8 dépressions en 30 ans. Et là, on revient à une date très positive, le 7 avril 2022, sortie de votre nouveau roman chez Plon, Le Bal des Cendres. Et c'est un roman qui se passe sur une île qui fait rêver, l'île de Stromboli, célèbre pour son volcan. Oui, tout à fait, et c'est un endroit d'ailleurs où je suis retourné plusieurs fois pour travailler le livre. Toujours cette idée qui m'obsède à chaque fois de pas me servir d'internet, mais d'aller sur les lieux mêmes pour travailler. J'ai été journaliste pendant une bonne dizaine d'années. Il en reste quelque chose, c'est-à-dire que le journaliste fouille, enquête, travaille, interroge, et l'écrivain se sert des silences, se sert de ce qu'on lui dit pas, en gros, en général, et romanise tout ça d'une certaine manière, rend tout cela romanesque plutôt. Alors pourquoi cette idée? Comment elle est née d'aller près du Stromboli raconter une histoire? Parce que j'avais très envie de confronter une bande de vacanciers à un volcan. Tous mes livres, depuis le premier, parlent à peu près de la même chose, c'est-à-dire non pas des drames, non pas des épreuves, mais de ce qu'on en fait. C'est-à-dire cette capacité qu'on a en soi, incroyable, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, de pouvoir se dépasser. On est tous des anti-héros, et pourtant, il y a un moment donné, on serait capable de devenir le héros de sa propre vie. Et des personnages confrontés à la montagne, pourquoi? Parce que la montagne n'est pas seulement, le volcan n'est pas seulement dans la montagne, il est en chacun de nous. Et donc on a, nous aussi, cette capacité de pouvoir imploser au contact de la montagne, et je trouvais qu'une bande de vacanciers étrangers qui venaient d'à peu près tous les pays, d'Uruguay, de Berlin, de Turquie, se mélangent, s'apprécient jusqu'à ce que le volcan, d'une certaine manière, les sépare et les oblige à changer de destin. Voilà. Il se trouve que le Stromboli, c'est un volcan qui, depuis 20 000 ans, libère de la fumée et des fragments de lave toutes les 20 minutes. On l'appelle le phare de la Méditerranée. Et il y a eu d'ailleurs des accidents terribles. En l'an 2000, il y a un tsunami qui a envahi l'île, je crois. Alors, il faut savoir que pour faire un tsunami, c'est des centaines de milliers de tonnes de rochers qui tombent dans la mer. C'est-à-dire que tout un pan de la montagne s'est effondré à ce moment-là et a provoqué ce fameux tsunami qui a littéralement submergé l'île entière. Et bon, ils s'en sont sortis, effectivement. Il y a eu très peu de morts. Il y a eu très peu de morts. 7-8 morts par rapport à l'incident, c'est très étonnant. C'est-à-dire des laboratoires étudient les éruptions sans trouver d'explication. Non, parce que c'est un mouvement de plaques tectoniques à l'intérieur des volcans qu'il est quasiment indécelable de deviner, contrairement à ce que nous montrent les films souvent autour des volcans. C'est pas aussi simple que ça. Donc vous êtes allé là-bas, vous avez vu les lieux, et puis il fallait un hôtel et vous l'avez inventé, Gilles Paris. Oui, les lieux, des gens aussi. Pour moi, c'était très important de passer du temps avec des habitants de l'île, des commerçants, un historien formidable qui vivait dans l'île depuis 50 ans. Et puis, j'ai rencontré un guide et son père. On a beaucoup sympathisé, on s'est vus tous les jours. Et puis, le père, un jour, m'a emmené dans sa maison, qui était une maison sublime. Comme la plupart des maisons à Stromboli, elles ont été conçues par les grands-parents siciliens à l'époque. Et j'ai tout de suite su que mon hôtel serait à la place de cette maison. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'hôtel correspondant à celui à Stromboli. Il y en a, mais ils ont certains hôtels ont du charme, mais en fait, ceux qu'on préfère à Stromboli, moi j'allais par exemple à l'Ossidiana, qui est un hôtel à 150 mètres de la jetée, et qui est très très rudimentaire au niveau des meubles, au niveau de ce que vous avez sur place, mais ça fait partie justement du charme de l'île. Alors, quand on va là-bas, pour monter au Stromboli, bon, faut vraiment être sportif, parce que c'est une... Oui, il faut avoir de l'endurance. Les enfants le font sans aucun problème, par exemple. Ils avancent comme des cabris. Pour combien de temps pour monter moi, j'ai eu des difficultés parce que je suis un gros fumeur. Ouais. Pourtant, je suis sportif. Je suis très sportif même. Mais il faut 3h30 pour monter à l'allée, 1 heure de repos sur ce qu'on appelle le toit du volcan, la plateforme en fait, et 1h30 pour descendre à peu près. Donc ça représente quand même, si on calcule bien, ça représente 6 heures de temps. Et
peut-être que parfois un bout de lave qu'on reçoit sur la figure, non? Oui, c'est ça. Non, ça risque pas d'arriver parce que quand vous êtes sur ce qu'on appelle le plateau, d'abord il régule le nombre de gens qui sont sur le plateau et ce que vous pouvez voir de la lave, c'est-à-dire qui sort en fait des bouches, c'est-à-dire des cratères en fait du volcan, est à 250 mètres en profondeur, en biais, on pourrait dire, par rapport à ce que vous pouvez voir. Donc il y a aucun risque, sauf qu'évidemment les touristes ont quand même essayé de descendre pour voir ce que ça faisait. Ils ont un peu grillé comme des rôtis. Ça peut arriver. Alors, ça, c'est le décor, mais l'histoire que vous imaginez pour le bal des cendres, Gilles Paris, il y a un mot clé, c'est danger. Oui. Qu'est-ce qu'on ferait finalement face au danger? Je pense que selon les gens qu'on interroge, on aura des réponses très différentes, puisque on n'est pas fait de la même manière, ni du même bois. Et il y a des gens qui fuiront, il y a des gens qui l'affronteront, il y a des gens qui sauront pas quoi faire. Voilà, on a cette possibilité. En plus, mes personnages se trouvent sur le versant descendant quand le volcan littéralement explose, et ils sont dans une partie de la montagne où il est impossible de courir ou de fuir. Donc ils sont piégés réellement. C'est une sorte de huis clos. C'est une sorte de huis clos, tout à fait. Mais si on y réfléchit, une île est un huis clos de toute façon, parce que quand vous marchez dans l'île sur le trottoir ou sur la voie, vous pensez même plus que vous êtes dans une île. Alors il y a des personnages très différents. Il y a le propriétaire de l'hôtel, c'est le père. Il y a sa fille qui n'a jamais connu sa mère. Non. Et il y a une vieille comtesse aussi très particulière. Oui, que j'aime beaucoup parce qu'elle est un peu la mémoire des lieux, c'est-à-dire que elle y est venue très souvent avec son mari qui était un commissaire. Il venait de Palerme. Ils allaient souvent justement à Stromboli. Ils allaient dormir même, c'est ce qui est impossible aujourd'hui, mais ils allaient dormir au sommet du volcan. Et elle a d'excellents souvenirs de cet homme. Elle a connu le Palerme des années 70. Elle a connu tout ça, une époque révolue qu'elle va raconter d'ailleurs à l'intérieur du livre. Et je pense que c'est à la fois quelqu'un qui pourrait me ressembler à cause de ses carnets où elle note à peu près tout ce qu'elle voit et où elle imagine, comme il m'arrive de le faire parfois dans des cafés, de voir des gens et de leur imaginer une autre vie. Mais en même temps, elle est très ancrée sur le territoire italien. Oui, et en même temps, vous évoquez Palerme, mais des accidents stupides qui peuvent arriver, comme celui qui est arrivé à son mari, parce que bon, la mafia est toujours derrière. Voilà, exactement. On suppose, on ne sait pas. Il y a beaucoup de points d'interrogation dans le roman. La mafia, d'ailleurs, arrive à la fin en fanfare, on pourrait dire. Mais on est à Palerme, on est en Italie, on peut pas nier tout ce qui s'est passé là-bas. Et c'est vrai que d'ailleurs que les affaires, je me suis inspiré d'un commissaire réel qui a été justement assassiné, qui travaillait sur des affaires très célèbres de l'époque et à qui on a fait un sale coup. Voilà, remarquez, ça arrive en France aussi. Moi, je me souviens de monsieur Martini, qui était le propriétaire de pas mal de cafés à Pigalle. Hélène Martini était sa femme. Il est mort dans un regrettable accident en poussant sa voiture dans une côte d'une crise cardiaque. En fait, oui, ça fait beaucoup. Sa voiture a été mitraillée alors qu'elle avait une porte blindée. Donc voilà, exactement. Mais d'ailleurs, elle découvrira à ses dépens la vérité à la fin du livre. Je trouvais intéressant de construire le livre en 3 parties. Une partie où au fond les personnages se rencontrent, s'apprécient. Une deuxième partie où ils vont escalader ce fameux volcan. Et la troisième partie qui est la libération, d'une certaine manière. Et ce roman est aussi pour vous, Gilles Paris, un hymne à la vie. Oui. Oui, parce que avec tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours le sourire, j'ai toujours la banane. Je crois vraiment en mon prochain et j'aime profondément la vie. Donc, je pense que je suis un bon exemple, peut-être, après avoir connu des choses terribles qui auraient pu me fracasser. Au contraire, elles m'ont élevé d'une certaine manière et elles m'ont construite. Voilà. Et vous avez construit des personnages qui ont des failles, mais ces failles, il y a un côté optimiste derrière. Oui, bien sûr, parce que j'aime pas ce qui est manichéen, c'est-à-dire on sait tous de toute façon qu'on a des qualités, des défauts, et quitte à fouiller la psychologie d'un personnage, autant le montrer comme un anti-héros. Je reviens à cette notion de anti-héros, c'est-à-dire des gens comme nous, au fond, finalement, avec des histoires terribles, mais qui arrivent à composer avec en même temps. Et le bal des cendres, Gilles Paris, vous dites que c'est un roman choral. Oui, c'est-à-dire un roman où on donne la parole à chaque personnage à la première personne, tout simplement parce que je suis comme un écrivain. Vous savez, quand vous avez des choses qui s'opposent à vous, vous essayez toujours de lutter. Moi, je me dis, mon mari, mes amis, ma famille, quelquefois, je sais rien d'eux parce que je suis pas dans leur tête. Et j'adorerais parfois être dans leur tête. Et donc, je crée des personnages dans mes romans où je peux justement travailler la psychologie et l'écrire à la première personne. Et d'autant plus qu'il n'y a pas de titre de chapitre, mais le titre de chaque
chaque chapitre, c'est le prénom d'un personnage. Pour qu'on s'y retrouve. Voilà. Exactement. Mais là aussi, il faut l'établir, c'est pas facile. Ça a quelque chose d'assez architectural, mais j'aime bien, justement. C'est une composition. C'est comme un puzzle géant que vous faites à 1000 pièces et vous rajoutez des pièces au fur et à mesure et ça finit par faire une belle image. Mais il y a peu de romanciers qui utilisent ce principe et beaucoup utilisent le titre chapitre 1, chapitre 2. Oui, peut-être. D'ailleurs, je pense que dans les prochains romans, peut-être pas les 2 prochains, mais peut-être que je reviendrai en tout cas à la forme de narration à la première personne. C'est intéressant. J'écris pas beaucoup de dialogues dans mes romans parce que je préfère la narration. Mais je trouve que la forme chorale est vraiment passionnante à écrire. Et ces personnages nous ressemblent, vous ressemblent. C'est ce qui arrive dans ce roman pourrait arriver à chacun d'entre nous, Gilles Paris. Oui, peut-être que j'ai poussé le cursus un peu loin, on va dire, de chaque destinée, de chaque personnage. C'est un peu excessif d'une certaine manière, mais c'est voulu parce que voilà, c'est comme la montagne qui gronde, voilà, derrière, c'est comme ce volcan qui est menaçant à tout moment. Voilà, je trouvais que c'est ce que j'appelle les vivants, avec un V majuscule, c'est-à-dire les gens qui résistent et qui tiennent à la vie. Voilà. Il y a aussi un film célèbre qui évoque le Stromboli, dont voici la bande-annonce. Film de Roberto Rossellini que vous avez sans doute vu. Alors je l'ai vu avant d'écrire le livre et je l'ai revu évidemment à Stromboli, ce qui n'a pas du tout la même incidence, en noir et blanc, néo-réaliste, avec une Ingrid Bergman incroyable. Et d'ailleurs, on peut encore visiter la fameuse Maison Rose où Rossellini abritait ses amours avec Ingrid, qu'il venait tout juste de rencontrer et qu'il a épousée par la suite. Voilà, il se trouve que la comédienne choisie au départ était Anna Magnani. Ingrid Bergman est arrivée là-dedans et naturellement, ça a fait le délice de journaux qu'on n'appelait pas encore People, puisque tout le monde voulait tout savoir sur cette histoire d'amour. Est-ce que vous savez qu'en plus, Anna Magnani, pour se venger, a tourné Vulcano au même moment, quasiment sur l'île d'en face, pour se venger de Rossellini, ce qui est quand même incroyable. Alors, il y a un côté mystère dans ce roman, et je crois que vous avez toujours été fasciné par les mystères et par Agatha Christie, Gilles Paris. Oui, j'ai lu tout Agatha Christie, et non seulement j'ai tout lu, mais j'ai relu. C'est-à-dire que quand vous relisez un moment d'Agatha Christie que vous avez aimé, vous vous rendez compte qu'elle vous a donné des petits cailloux, des pistes, des choses que vous n'avez pas repérées la première fois. Elle avait vraiment l'art et la manière du tombé de rideau. Oui, et en plus, au départ, elle avait écrit pour le plaisir, pour s'occuper, sans imaginer que ses romans auraient du succès. Ses premiers livres, elle les a vraiment bradés pour des sommes ridicules. Non, et toute son histoire est incroyable quand elle épouse en deuxième mariage ce chercheur, cet archéologue, et on comprend à ce moment-là tout, Mort sur le Nil et tous les autres. Enfin, c'est en fait, pour comprendre vraiment l'écriture d'un écrivain, il faut suivre sa vie. Voilà. Et vous, il faut suivre votre vie aussi, parce que votre vie, elle est entre les romans, le côté attaché de presse, et vous continuez les 2 métiers parallèlement. Je pourrais pas faire l'un sans l'autre. J'aime bien justement continuer les 2 parce que quand je suis attaché de presse, je pense pas à moi, je m'occupe des autres et ça me va bien. Voilà. Et puis vous avez aussi écrit des livres pour enfants. Oui, j'ai voulu tenter. Absolument, j'en ai fait 2. J'en ai fait un chez Gallimard qui s'appelle Inventer les couleurs. Et j'ai fait un roman pour adolescents qui s'appelle Un baiser qui palpite là comme une petite bête, qui traite du problème de harcèlement scolaire. Oui, car finalement, quand vous écrivez, Gilles Paris, vous êtes souvent dans la peau d'un enfant de 8 ou 9 ans. Ou d'un adolescent, ou d'une femme, ou d'une vieille femme. Tout me va. Et vous avez dit un jour à une question qu'on vous posait, non, je ne construis pas une œuvre, il faut 50 ans pour construire une œuvre. Ah oui, je pense toujours la même chose aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Ça m'a toujours agacé qu'on parle de mon œuvre, alors que je n'ai écrit que 10 romans quand même, enfin que 10 livres. Oui, mais ça va continuer. Oui, bien sûr, ça va continuer, mais on est encore un peu tôt pour parler d'œuvre. Revoyons-nous dans 20 ans. mais comment on fait pour mener les deux vies en même temps? Parce qu'écrire, ça demande du temps, il faut s'enfermer. Il faut être je suis quelqu'un d'extrêmement organisé et je sais gérer mes priorités exactement quand je l'entends. Là, je sais que j'écrirai pas du tout cette année, par exemple. Je suis dans la promotion du bal des cendres jusqu'à la fin de l'année. Et donc, je m'aménage des moments de pause aussi qui sont importants où je ne fais rien, parce que j'ai toujours considéré que j'étais un actif qui adorait ne rien faire. Voilà, c'est une belle définition. Et il y a beaucoup d'autres phrases tout aussi jolies dans ce livre, Le bal des cendres chez Plon, un roman d'été qui, j'espère, sera un succès de l'été. Merci infiniment, Jacques. Merci Gilles Paris. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.